Vous avez probablement pensé que Hamilton avait juste eu un week-end raté. Avouez-le. P8 ressemblait à un autre dimanche perdu. Mais à l'intérieur du garage de Ferrari, la vérité était bien plus bruyante que le résultat. Quand les ingénieurs ont fermé la porte pour le briefing d'après-course, la tension se sentait à travers les murs. Hamilton n'a pas haussé la voix, il n'en avait pas besoin. Son ton seul a gelé la pièce. Les écrans de données brillaient encore en rouge des avertissements de surchauffe. Des graphiques de dégradation des pneus étaient éparpillés sur la table. Mais les premiers mots de Hamilton ont tranché à travers tout. Nous n'avons pas perdu de performance, nous avons perdu la direction. La pièce est devenue silencieuse, son ingénieur de course, Riccardo Adami, s'est agité sur sa chaise. Le camp de Leclerc avait déjà quitté le débriefing plus tôt, satisfait de P4. Mais Hamilton n'en avait pas fini. Il avait étudié chaque secteur, chaque ligne de télémétrie. Il savait exactement où Ferrari s'était trompé. Et cette fois, il n'allait pas endosser la faute pour une erreur de pilote. Ce n'était pas juste une mauvaise course, c'était un échec technique caché derrière des excuses stratégiques. Et Hamilton était sur le point de tout exposer. Hamilton s'est penché en avant, coude sur la table, yeux fixés sur la télémétrie. « Lap 38 », a-t-il dit. « Expliquez ça ». La gorge d'Adami s'est serrée. La pièce s'est assombrie tandis que les ingénieurs projetaient la trace de données. Une chute brutale de la puissance, puis des pics erratiques de pression de freinage. C'est la charge thermique. Adami a dit « Nous avons perdu de l'efficacité par l'essieu arrière. La voiture n'a pas perdu d'efficacité. » Hamilton l'a interrompu. « Vous avez changé la stratégie de refroidissement après FP3. » Silence. Toutes les têtes se sont tournées. La modification était censée être mineure, un petit ajustement pour gérer l'altitude élevée du Mexique. Mais le ton de Hamilton portait une accusation. Ils avaient compromis la performance pour protéger les chiffres. Qui a approuvé ce changement ? A-t-il demandé. Personne n'a répondu. L'écran a raconté le reste. La voiture de Hamilton avait été 7 degrés plus chaude pendant plus de 20 tours. La raison de P8 n'était pas la conduite. C'était une décision de setup que Ferrari pensait qu'il ne remarquerait pas. Adami a dégluti difficilement. Il savait ce que ça signifiait. Hamilton n'était pas venu pour questionner les données. Il était venu pour prouver qu'il les comprenait mieux que quiconque dans cette pièce. Adami a essayé de se rattraper. Lewis, le changement était nécessaire. Avec ton style de pilotage, on voyait un affaiblissement des freins au-delà de la fenêtre de sécurité. On a dû réduire la charge. Hamilton a levé une main. Vous avez réduit la charge et tué la rotation. La voiture ne pouvait plus tourner après le tour 30. Il n'avait pas besoin de crier. Sa précision blessait plus que la colère. Les ingénieurs pouvaient le voir sur le graphique. La vitesse d'entrée en virage de Hamilton était identique à celle de Leclerc, mais son delta en milieu de virage chutait à pic. Pas à cause d'erreurs, à cause de la physique, la voiture refusait de pivoter. Un des jeunes analystes de données a murmuré « Il a raison ». Cette phrase a été la fissure qui a divisé la pièce. Adami s'est adossé sans voix. Vasseur, assis au bout de la table, a brisé le silence. « Lewis, qu'aurais-tu fait différemment ?» Hamilton n'a pas hésité. « J'aurais fait confiance au pilote qui avait averti de ça en FP1. On pouvait entendre une épingle tomber. Ce n'était pas de la défiance, c'était une preuve. Ferrari n'avait pas juste perdu du rythme. Ils avaient perdu le contrôle de leur processus. Et maintenant, Hamilton l'avait exposé devant tout le monde. Vasseur s'est frotté le front, les yeux passant de Hamilton aux ingénieurs figés. L'air dans la salle de débriefing paraissait lourd, chargé, comme si tout le monde savait qu'ils assistaient à un changement dans la dynamique de pouvoir de Ferrari. Lewis a commencé prudemment. On ne peut pas construire le programme autour des sensations d'un seul pilote. Hamilton n'a même pas levé les yeux de la tablette de données devant lui. « Vous l'avez déjà fait », a-t-il dit. « Vous l'avez juste construit autour du mauvais. » La pièce a arrêté de respirer. Leclerc n'était pas là, mais son absence était assourdissante. Tout le monde savait que Hamilton n'attaquait pas son coéquipier. Il attaquait la hiérarchie qui avait protégé le confort plutôt que la correction. Vasseur s'est adossé, testant son autorité. « On le reverra pour le Brésil », a-t-il dit. Hamilton a enfin levé les yeux, calme et chirurgical. « Non, Fred, on le réparera avant le Brésil. » Il s'est levé, a débranché la tablette et a quitté la pièce. Pendant un moment, personne n'a bougé. Adami a expiré tremblant, réalisant que le pilote qu'il guidait autrefois menait maintenant l'équipe sans le dire explicitement. Ferrari n'avait pas juste un nouveau pilote, elle avait un nouvel ordre. Le lundi matin, l'histoire se répandait déjà dans les couloirs de Maranello. Pas officiellement, pas par email ou mémo, mais par murmure. Avez-vous entendu ce que Hamilton a dit à Vasseur ? Il a dit « On le réparera avant le Brésil ». Pour la première fois, la phrase ne sonnait pas comme de l'arrogance, elle sonnait comme du leadership. À l'intérieur du garage, l'atmosphère était différente. Les mécaniciens qui suivaient autrefois les instructions commençaient maintenant à poser des questions. Les ingénieurs juniors vérifièrent 2 fois les directives de setup au lieu de les accepter sans broncher. Un technicien a murmuré « Hamilton a raison, les données d'équilibre ne correspondent pas à la simulation ». Adami a fait semblant de ne pas entendre, mais le changement était évident.
L'autorité qui orbitait autrefois autour du mur des stands était maintenant ancrée dans la voiture numéro 44. Leclerc est arrivé plus tard cet après-midi, silencieux, observateur. Quand il a vu Hamilton revoir la télémétrie seul, il a hésité, non par ressentiment, mais par réalisation. Pendant des années, Ferrari avait été une équipe construite sur la tradition et la hiérarchie. Maintenant, elle était reconstruite sur la responsabilité et la vérité, des valeurs que Ferrari n'avait pas vues depuis longtemps. Et tout avait commencé par un murmure dans le garage. Leclerc n'a pas parlé tout de suite, il a juste regardé. Hamilton, assis devant les écrans de télémétrie brillants, défilait les tours avec une précision silencieuse qui rendait même les ingénieurs nerveux. Pas de grands gestes, pas de théâtralité, juste une analyse qui tranchait à travers les excuses. Quand Hamilton a enfin levé les yeux, il a forcé un sourire. « Tu te sens plutôt à l'aise ici ?» Hamilton a rendu le regard. « J'essaie juste de rendre la voiture plus rapide. » Ce n'était pas une menace, mais ça en avait l'air. Leclerc s'est tourné vers son propre ingénieur. « Vérifions à nouveau nos deltas de long run », a-t-il dit. Son ton plus tranchant que d'habitude. La rivalité n'était plus seulement sur la piste. Elle était dans l'air, dans chaque ligne de code, dans chaque graphique qui comparait rouge contre rouge. Cette nuit-là, Leclerc est resté tard au simulateur, non parce qu'il chassait des améliorations de setup, mais parce qu'il sentait quelque chose changer. L'équipe qu'il pensait tourner autour de lui avait maintenant un autre centre de gravité. Et alors que les lumières de Maranello s'assombrissaient, une vérité est devenue claire. Ferrari était entré dans une nouvelle ère. Pas par la politique, mais par la performance. 2 jours avant le Brésil, quelque chose d'étrange s'est produit. Un ensemble de logs de simulation interne a disparu de la base de données partagée de Ferrari. Des fichiers liés directement au retour de Hamilton après le Mexique. Quand les ingénieurs l'ont questionné, on leur a dit « c'est en révision, n'en discutez pas ». Mais en Formule 1, rien ne disparaît vraiment. Un jeune analyste de données, loyal à Hamilton, a discrètement fait une sauvegarde. Et ce qu'il a trouvé confirmait ce que le 7 fois champion disait depuis le début. La télémétrie de Hamilton exposait des incohérences entre l'équilibre aérodynamique prédit et réel de la SF25. Les cartes de traînée de la voiture avaient été ajustées après les qualifications sans son approbation. Quand Adami a vu le rapport, son pouls s'est accéléré. Il a réalisé que la raison pour laquelle les mots de Hamilton frappaient nous si fort n'était pas l'ego, c'était la preuve. Quelqu'un, à l'intérieur de Ferrari, avait essayé de protéger l'ancien modèle de contrôle en cachant des données qui prouvaient que Hamilton avait raison. Cette nuit-là, la sauvegarde est arrivée entre les mains de Hamilton. Il n'a pas ragé, il n'a même pas souri. Il a juste dit une phrase à Adami avant de quitter l'usine. La vérité trouve toujours de l'adhérence, même à Maranello. Le lendemain matin, la tempête a commencé. Quand Hamilton est arrivé à Sao Paulo, il n'y avait aucune trace de tension sur son visage. Pas de déclaration à la presse, pas d'explosion, juste une concentration silencieuse, du genre qui rend des équipes entières nerveuses. La direction de Ferrari a essayé de garder les choses normales, mais tout le monde dans le paddock savait que quelque chose avait changé. Leclerc évitait le contact visuel lors du briefing des pilotes. Binotto restait inhabituellement silencieux lors des checks radio. Même les mécaniciens murmuraient que le setup du Brésil venait directement des notes de Hamilton, pas du département de simulation. Pendant la réunion d'avant-course, Vasseur a demandé de l'optimisme. Hamilton ne l'a pas donné. Il a donné une direction. « Nous avons vu ce qui se passe quand les décisions se cachent derrière la peur », a-t-il dit calmement. « Essayons la vérité ce week-end. » La pièce est tombée dans le silence. Pas par rébellion, par respect, parce que pour toute la politique, l'orgueil et le secret, Ferrari avait enfin trouvé ce qui lui manquait depuis des années. Un pilote qui ne conduisait pas seulement la voiture, il conduisait la culture. Alors que Hamilton marchait vers la SF25, le rouge de Ferrari paraissait différent sous le soleil brésilien, pas comme un symbole de pression, mais comme un avertissement. Une tempête arrivait, et cette fois, elle était vêtue d'écarlate.